Ce n'était qu'une pauvre fille silencieuse qui passait ses après-midi à dessiner des engrenages dans son cahier. Lors d'une visite à un centre d'ingénierie, elle a résolu un problème que même les millionnaires ne pouvaient pas résoudre. L'un des millionnaires l'a reconnue et tout a complètement changé. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Dans une modeste maison à la périphérie de Grenoble, là où les montagnes alpines embrassent la ville et où le génie technologique côtoie la tradition, vivait Célestine Morel. À 11 ans, elle n'était pas comme les autres enfants du quartier de la Villeneuve. Quand ses camarades profitaient des rayons du soleil pour courir dans les rues étroites ou jouer au football près des immeubles colorés, Célestine restait assise à sa petite table en bois, le dos courbé sur un cahier défraîchi. Sa mère, Élodie, travaillait comme femme de ménage à Minatech, le célèbre centre d'innovation technologique grenoblois. Chaque soir, elle rentrait épuisée, les mains rougies par les produits chimiques, mais toujours avec un sourire lumineux pour sa fille. Leur appartement n'était pas grand, mais les fenêtres donnaient sur les montagnes, et cette vue suffisait qu'à nourrir l'imagination de Célestine. « Tu as encore dessiné toute la journée ?» demandait souvent Élodie en posant son sac près de l'entrée. Célestine hochait la tête, sans lever les yeux de son travail. Ses doigts fins tenaient un crayon usé jusqu'à la moelle, et sous ses mains naissaient des schémas complexes, des engrenages, des circuits et des systèmes qui semblaient sortis de l'esprit d'un ingénieur expérimenté. « Mon petit génie », murmurait Élodie en caressant les cheveux châtains de sa fille. Personne ne savait d'où venait ce talent. Le grand-père de Célestine, Henri Morel, avait été technicien dans une usine avant son départ prématuré. Il avait laissé derrière lui une collection de livres d'ingénierie jaunis par le temps, des manuels techniques dépassés et des carnets remplis de notes illisibles. Pour la plupart, ces ouvrages étaient incompréhensibles, même pour un adulte, mais Célestine les dévorait comme d'autres enfants dévorent des contes de fées. Au collège Lucie Aubrac, Célestine était connue comme l'élève silencieuse, du fond de la classe. Ses notes étaient bonnes, mais pas exceptionnelles. Les professeurs la trouvaient polie mais distante, comme si une partie d'elle-même vivait dans un autre monde. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'étaient les équations complexes qu'elle résolvait mentalement, pendant que d'autres luttaient avec des fractions simples, ou les améliorations qu'elle imaginait pour le système de ventilation de l'école en regardant par la fenêtre. « Mademoiselle Morel, pourriez-vous nous rejoindre sur Terre ?» demandait parfois Madame Dubois, sa professeure de mathématiques, provoquant des ricanements dans la classe. Célestine rougissait et baissait les yeux. Elle ne savait pas comment expliquer que le problème au tableau était trop simple, trop ennuyeux pour retenir son attention. Un mardi d'octobre, alors que l'automne teintait les montagnes de rouge et d'or, Madame Dubois annonça une nouvelle, excitante. « Demain, nous visiterons le CEA Leti, l'un des plus grands centres de recherche en microélectronique d'Europe. C'est une chance exceptionnelle que nous devons au programme Science pour tous. J'attends de vous un comportement exemplaire. » La classe s'anima immédiatement, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. La plupart des élèves se réjouissaient simplement d'échapper à une journée de cours. Célestine, elle, sentit son cœur s'accélérer. Le CEA Leti, le centre dont parlaient certains des livres de son grand-père, l'endroit où naissaient les technologies du futur. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Dans sa petite chambre aux murs écaillés, elle relut frénétiquement ses notes, passa en revue ses dessins, comme si elle se préparait à rencontrer des divinités de la science. « Tu es bien agitée », remarqua Élodie en préparant le petit déjeuner. « C'est juste une sortie scolaire, ma chérie. »« Pas n'importe laquelle, maman, c'est le CEA Leti. » Élodie sourit, attendrie par l'enthousiasme de sa fille. Elle ne comprenait pas vraiment la passion de Célestine, mais elle l'encourageait, toujours. En tant que mère célibataire, elle avait appris que les rêves étaient parfois le seul luxe accessible aux gens comme eux. Le jour de la visite, Célestine fut la première arrivée au point de rendez-vous, un petit carnet neuf et un crayon, bien taillé dans son sac à dos usé. Elle avait économisé pendant des semaines pour s'offrir ce carnet, se privant des petites friandises que les autres enfants achetaient sans réfléchir. Le trajet en car fut interminable. Assise seule, près d'une fenêtre, Célestine regardait défiler le paysage grenoblois, ce mélange unique de nature alpine majestueuse et d'urbanisme technologique. Le campus du CEA se dressait finalement devant eux,
moderne et imposant, comme une ville du futur nichée au pied des montagnes. À l'entrée, une jeune femme élégante les attendait. « Bonjour à tous, je suis Dr Émilie Leroy, ingénieure en systèmes énergétiques avancés. C'est moi qui vais vous guider aujourd'hui dans les coulisses de l'innovation. » La classe suivit Dr Leroy à travers les couloirs aseptisés, les laboratoires remplis d'équipements sophistiqués, les salles de conférence où des esprits brillants débattaient de l'avenir technologique. Les camarades de Célestine s'ennuyaient, visiblement, traînant des pieds, chuchotant entre eux, mais elle buvait chaque mot, chaque image, chaque détail. Ici, nous développons des systèmes hybrides capables de révolutionner notre approche énergétique, expliquait Dr Leroy devant une maquette complexe. Imaginez un réseau intelligent qui s'adapte en temps réel aux besoins. Célestine dessinait frénétiquement dans son carnet, non pas en copiant ce qu'elle voyait, mais en améliorant instinctivement les systèmes présentés. Ses doigts volaient sur le papier, traçant des connexions que même certains ingénieurs du centre n'avaient pas encore envisagées. Vers midi, alors que le groupe se dirigeait vers la cafétéria, Célestine remarqua une agitation inhabituelle dans une salle adjacente. À travers la vitre, elle pouvait voir des hommes et des femmes en blouse blanche, gesticulant avec frustration autour d'un prototype. Leur visage trahissait l'inquiétude, l'épuisement. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda-t-elle à Dr Leroy, surprenant tout le monde par cette rare prise de parole. Dr Leroy hésita. « Oh, c'est l'équipe du projet Helios. Ils travaillent mais sur un nouveau système d'énergie hybride qui pourrait alimenter des quartiers entiers avec une empreinte carbone minimale. Mais ils rencontrent quelques difficultés techniques. » Quel genre de difficultés? Eh bien, Dr Leroy sourit, clairement peu habitué à ce niveau d'intérêt de la part d'un enfant. Le module central présente une instabilité lors des tests de charge. C'est un problème complexe que même nos meilleurs ingénieurs peinent à résoudre depuis plusieurs semaines. Célestine observa plus attentivement. Au centre de la salle se trouvait une structure métallique avec des composants électroniques sophistiqués. Quelque chose dans sa configuration lui semblait familier, rappelant un schéma qu'elle avait vu dans l'un des vieux livres de son grand-père. Mais quelque chose clochait. « Je peux voir ?» demanda-t-elle impulsivement. Dr Leroy parut surprise. « Ce n'est pas prévu dans la visite, et c'est un projet confidentiel. S'il vous plaît, » insista Célestine, ses yeux brillants d'une intensité inhabituelle. Juste un moment. Peut-être était-ce la sincérité dans sa voix ou quelque chose d'indéfinissable dans son regard, mais Dr Leroy céda. « Très bien, mais juste quelques minutes, et vous restez derrière la ligne de sécurité. » Elle conduisit le groupe vers la salle, où les ingénieurs levèrent à peine la tête pour noter leur présence. Trop absorbés par leurs problèmes, ils ignorèrent ces visiteurs inattendus. Célestine s'approcha autant que possible, son carnet serré contre sa poitrine. Ses yeux parcouraient méthodiquement le prototype, analysant chaque connexion, chaque composant. Et soudain, elle le vit. Une évidence si simple qu'elle en était presque invisible. Le module central, pièce maîtresse du système, était orienté dans le mauvais sens. Un détail infime mais crucial qui créait une résistance là où devait circuler l'énergie. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Devait-elle parler? Qui écouterait une fillette de 11 ans face à des docteurs en ingénierie? Mademoiselle, appela Dr Leroy. Nous devons rejoindre les autres pour le déjeuner. Célestine prit une profonde inspiration. Le module, murmura-t-elle puis plus fort, le module central est inversé. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Puis un homme d'âge moyen, visiblement le chef de l'équipe, s'approcha avec un sourire condescendant. « Pardon, petite ?» Le flux énergétique devrait aller de gauche à droite, suivant l'axe principal. Mais le module est positionné pour un flux inverse. Si vous le retournez de 180 degrés, la résistance disparaîtra et le système se stabilisera. Le silence s'épaissit. Quelques ingénieurs échangèrent des regards amusés. D'autres semblaient irrités par cette interruption. Le chef d'équipe, Dr Victor Lavigne, se pencha vers Célestine. « Et comment sais-tu cela, jeune fille ?» Célestine sentit tous les regards se tourner vers elle. Les joues brûlantes, elle fixa ses chaussures usées, regrettant déjà d'avoir parlé. Comment expliquer qu'elle avait passé des centaines d'heures à étudier des schémas similaires?
que les principes fondamentaux de circulation d'énergie lui apparaissaient aussi clairement que les constellations à un astronome. « J'ai vu quelque chose de similaire dans un livre », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Dr Lavigne échangea un regard avec ses collègues. Certains ricanaient discrètement, d'autres semblaient agacés par cette interruption enfantine. « Vraiment ?» répondit-il, avec un sourire forcé. « Et quel livre une jeune fille comme toi aurait-elle pu lire pour comprendre un système énergétique hybride de 5e génération ?» Les camarades de classe de Célestine commençaient à ricaner. Madame Dubois s'approcha visiblement embarrassée. « Je suis désolé pour cette interruption, messieurs, dames. Nous allons rejoindre le reste du groupe. » Mais Dr Leroy observait Célestine avec une curiosité nouvelle. « Attendez, » intervint-elle. « Peut-être devrions-nous l'écouter. » Dr Lavigne soupira. « Émilie, nous avons un calendrier serré et des investisseurs qui attendent des résultats. Je ne pense pas que nous ayons le temps pour des... » Et si elle avait raison, coupa Dr Leroy. Qu'avons-nous à perdre en vérifiant? Un silence pesant s'installa. Finalement, une jeune ingénieure nommée Mathilde Perrin s'avança. « Je peux simuler rapidement cette configuration sur l'ordinateur. Ça ne prendra que quelques minutes. » Dr Lavigne hésita, puis haussa les épaules avec résignation. « Très bien. Pendant ce temps, peut-être pouvez-vous continuer votre visite. »« Je préfère rester, » dit doucement Célestine, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Madame Dubois semblait sur le point de protester, mais Dr Leroy intervint à nouveau. « Le reste du groupe peut aller déjeuner. Je m'occupe de... Comment t'appelles-tu ?»« Célestine. Célestine Morel. Je m'occupe de Célestine et je vous rejoindrai plus tard. » Les élèves furent conduits hors de la salle, non sans jeter des regards curieux par-dessus leurs épaules. Célestine resta debout, serrant toujours son carnet contre sa poitrine, tandis que Mathilde tapait frénétiquement sur son clavier. Le grand écran mural s'illumina, affichant un modèle 3D du système Hélios. Mathilde manipula quelques paramètres, puis inversa l'orientation du module central. La simulation démarra. Les secondes s'écoulèrent dans un silence total, puis des chiffres verts apparurent sur l'écran. Stabilité à 97%, efficacité énergétique en hausse, perte thermique minimale. « C'est impossible !» murmura Dr Lavigne en s'approchant de l'écran. Mathilde vérifia plusieurs fois les données. La simulation montre une amélioration de performance de 42%, simplement en inversant l'orientation du module. Tous les regards se tournèrent vers Célestine, qui fixait l'écran avec une expression sereine, comme si elle avait toujours su que cela fonctionnerait. Théoriquement, cela pourrait marcher, concéda Dr Lavigne. Mais la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Nous devons tester sur le prototype réel. Ce qui suivit fut un tourbillon d'activité. Des techniciens en blouse blanche s'affairèrent autour du prototype, démontant soigneusement le module central sous la supervision des ingénieurs. Célestine observait, fascinée, notant mentalement chaque détail du processus. 1 heure plus tard, le module avait été réinstallé dans la nouvelle orientation. L'équipe recula et Dr Lavigne activa la séquence de test. Le prototype s'illumina doucement. Des voyants verts s'allumèrent un à un sur le panneau de contrôle. Les ingénieurs fixèrent les écrans de données, leur incrédulité grandissant à mesure que les chiffres s'affichaient. « Stabilité parfaite », annonça Mathilde, sa voix trahissant son étonnement. « Le système fonctionne exactement comme prévu. » Un silence abasourdi envahit la salle, rapidement suivi par une explosion de voix excitées. Des ingénieurs qui travaillaient depuis des semaines sur ce problème se regardaient, oscillant entre soulagement et confusion. Dr Lavigne s'approcha lentement de Célestine, l'incrédulité peinte sur son visage. « Comment as-tu vu ce que toute une équipe d'experts a manqué ?» Célestine haussa légèrement les épaules. Parfois, quand on est trop proche d'un problème, on ne voit plus l'évidence. Dr Leroy observait la scène avec un sourire croissant, ou peut-être qu'un regard neuf, sans idée préconçue, était exactement ce dont ce projet avait besoin. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. La nouvelle se répandit rapidement dans le centre de recherche. Des chercheurs et ingénieurs trouvèrent des prétextes pour passer devant la salle, jetant des regards curieux vers cette fillette improbable qui avait résolu leur casse-tête. Quand l'heure de partir arriva,
Docteur Lavigne prit Célestine à part. « J'aimerais te poser une question, Célestine. Serais-tu intéressée à revenir ici? Peut-être pendant les vacances scolaires? Nous pourrions mettre en place un programme spécial, une sorte de mentorat. » Car les yeux de Célestine s'écarquillèrent. « Revenir ici pour travailler avec vous? Pour apprendre, observer et peut-être nous aider à voir ce que nous manquons, » répondit-il avec un sourire honnête, l'arrogance initiale ayant complètement disparu. Célestine hocha vigoureusement la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa joie. Dans le car qui ramenait les élèves au collège, personne ne se moquait plus de Célestine. Certains l'ignoraient encore, mais d'autres la regardaient avec une curiosité nouvelle. Elle, cependant, ne remarquait rien, perdue dans ses pensées et ses dessins, esquissant déjà des améliorations potentielles pour d'autres aspects du système Hélios. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle trouva sa mère préparant le dîner, inconsciente de la journée extraordinaire que sa fille venait de vivre. « Alors, cette visite ?» demanda Élodie en remuant une soupe de légumes. Célestine s'apprêtait à répondre, quand la sonnerie du téléphone retentit. Élodie essuya ses mains sur son tablier et décrocha. Son expression passa de la curiosité à la confusion, puis à l'incrédulité. « Oui, c'est bien sa mère. Pardon, un programme spécial? Mais elle n'a que 11 ans. » Célestine attendit, le cœur battant, pendant que sa mère écoutait Dr Leroy expliquer la situation. Élodie raccrochait parfois le regard vers sa fille, comme si elle la voyait pour la première fois. Après avoir raccroché, Élodie s'assit lourdement sur une chaise. « Cette femme, Dr Leroy, dit que tu as résolu un problème technique que personne au centre ne pouvait résoudre. Est-ce vrai, Célestine ?» Célestine hocha timidement la tête. « Et maintenant, ils veulent que tu participes à un programme spécial pendant les vacances, un programme rémunéré, avec possibilité de bourse d'études plus tard. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes. « Ma petite fille, mon petit génie !» Elle se leva et serra Célestine dans ses bras, si fort que la fillette pouvait à peine respirer. « Ton grand-père serait tellement fier. » Les jours suivants furent surréalistes. Le directeur du collège convoqua Célestine et sa mère pour discuter d'un parcours scolaire adapté. Des journalistes locaux appelèrent, demandant des interviews que Élodie refusa poliment, protégeant l'intimité de sa fille. 2 semaines plus tard, Célestine franchissait à nouveau les portes du CEA Leti, cette fois avec un badge d'accès, spécial accroché à son manteau trop grand. Dr Leroy l'attendait à l'entrée, rayonnante. « Bienvenue, Célestine, nous avons préparé un espace pour toi. Rien de formel, juste un endroit où tu pourras observer, apprendre et partager tes idées si tu le souhaites. » Elle conduisit Célestine à travers les couloirs jusqu'à une petite salle lumineuse, équipée d'un bureau, d'un ordinateur et d'une étagère déjà garnie de livres scientifiques. « C'est pour moi ?» murmura Célestine, incrédule. « Pour commencer ?» répondit Dr Leroy avec un clin d'œil. « Maintenant, aimerais-tu voir où en est le projet Hélios depuis ta petite révolution ?» Les semaines se transformèrent en mois. Célestine partageait désormais son temps entre l'école, où un programme spécial avait été mis en place pour elle, et le centre de recherche. Au début, elle restait silencieuse, observant les ingénieurs travailler, absorbant chaque détail comme une éponge. Puis, progressivement, elle commença à participer, d'abord par des notes griffonnées dans son carnet, puis par des suggestions timides qui s'avéraient souvent brillantes. Le projet Hélios avançait à pas de géant. Le prototype initial, maintenant parfaitement fonctionnel, avait été amélioré grâce à plusieurs intuitions de Célestine. Ce qui devait être un simple système d'alimentation pour bâtiments se transformait en une technologie révolutionnaire, capable de s'adapter à diverses sources d'énergie et d'optimiser leur utilisation en temps réel. Pourtant, tout n'était pas rose. Certains ingénieurs, notamment un homme du nom de François Marchand, regardaient Célestine avec méfiance, voire hostilité. Pour eux, sa présence était une humiliation, un rappel constant de leur échec collectif. « C'est ridicule », l'entendit-elle un jour dire à un collègue. « Nous sommes devenus la risée du milieu scientifique. Une enfant sans formation formelle qui corrige des docteurs en ingénierie, c'est un coup de chance, rien de plus. » Ces mots blessèrent Célestine, mais elle les garda pour elle, se concentrant sur son travail,
Après tout, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Un matin de printemps, alors que Célestine travaillait tranquillement dans son coin, Dr Lavigne entra précipitamment dans la salle, suivi de plusieurs personnes en costume. « Célestine, te voilà. J'aimerais te présenter quelques personnes importantes. » Les visiteurs la regardaient avec une curiosité non dissimulée, comme si elle était une créature exotique dans un zoo. Voici Monsieur Bernard Arnault, PDG de LVMH et investisseur principal du projet Hélios. Et voici Professeur Jean Dupont, de l'École Polytechnique, et Dr Sophia Martinez de l'Institut Max Planck en Allemagne. Célestine se leva maladroitement, intimidée par ces personnalités. « C'est donc elle, la petite prodige dont tout le monde parle, » dit M. Arnault en l'examinant. « Impressionnant, vraiment impressionnant. » Dr Martinez s'approcha avec un sourire chaleureux. « J'ai analysé tes améliorations au système Hélios, Célestine. Ton approche est non conventionnelle, mais remarquablement efficace. As-tu envisagé des études à l'étranger? Mon institut serait honoré de t'accueillir pour un programme spécial. » Avant que Célestine puisse répondre, professeur Dupont intervint. L'école polytechnique serait également intéressée. Nous pourrions développer un cursus adapté menant à une admission anticipée. Les offres continuèrent, chaque personnalité surenchérissant sur la précédente. Célestine, submergée, regardait Dr Leroy avec des yeux implorants. « Messieurs, dames, » intervint finalement Dr Leroy. « Je pense que nous devrions laisser Célestine respirer. Elle n'a que 11 ans après tout. »« 11 ans est déjà plus brillante que la moitié de mes ingénieurs, » répliqua M. Arnault. « Le temps presse dans notre industrie. Si nous voulons maintenir notre avance technologique, nous devons investir dans des talents comme le sien immédiatement. » Célestine se sentait de plus en plus mal à l'aise. Ces adultes parlèrent d'elle comme si elle n'était pas présente, comme si elle était un actif à acquérir plutôt qu'une personne. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle, surprenant tout le monde par son intervention, et en parler à ma mère. M. Arnault parut légèrement contrarié, mais se reprit rapidement. « Bien sûr, ma chère, prends ton temps. Mais pas trop, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il avec un rire qui sonnait faux. Ce soir-là, assise à la petite table de la cuisine avec sa mère, Célestine essayait de comprendre ce qui s'était passé. Ils veulent tous que j'aille dans leurs écoles, leurs instituts. Ils parlent d'opportunités exceptionnelles, de bourses complètes. Élodie écoutait attentivement, son visage reflétant un mélange de fierté et d'inquiétude. « Et toi, qu'est-ce que tu veux, ma chérie ?» Célestine regarda par la fenêtre, vers les montagnes qui se découpaient contre le ciel étoilé. « Je veux continuer à apprendre, à créer, mais pas comme un animal de cirque qu'on exhibe. Je veux comprendre comment les choses fonctionnent et comment les améliorer pour aider les gens. » Élodie sourit tendrement. « Alors c'est ce que tu feras. N'oublie jamais que tu as le droit de choisir ton propre chemin. » Célestine hocha la tête, rassurée. Elle ne savait pas encore quelle décision prendre, mais les paroles de sa mère lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. Le printemps céda sa place à l'été, et l'été à l'automne. Célestine avait désormais 12 ans et une routine bien établie. 3 jours par semaine, elle se rendait au CEA Leti après ses cours, accompagnée tantôt par sa mère, tantôt par Dr Leroy, qui avait proposé de la prendre en charge quand Élodie travaillait tard. Le projet Hélios avait progressé au-delà de toutes les attentes. Un prototype à échelle réduite avait été installé dans un petit complexe résidentiel de Grenoble, fournissant de l'énergie propre à une vingtaine de foyers. Les données récoltées étaient prometteuses, mais l'équipe se heurtait maintenant à un nouveau défi. Comment adapter le système pour une utilisation à plus grande échelle? Ce matin-là, Célestine arriva au centre avec une idée qui lui avait traversé l'esprit pendant la nuit. Elle avait rempli plusieurs pages de son carnet avec des schémas et des calculs, travaillant jusqu'à l'aube malgré les protestations d'Élodie concernant son sommeil. « Bonjour Célestine », l'accueillit. Docteur Lavigne en la croisant dans le couloir. « Tu as l'air fatiguée, tout va bien ?»« J'ai eu une idée pour résoudre le problème d'échelle, » répondit-elle, ses yeux brillants malgré les cernes. « Je pense que nous abordons la question sous le mauvais angle. » Docteur Lavigne haussa un sourcil. « Vraiment? Et quel serait le bon angle, selon toi? Nous essayons d'agrandir un système centralisé, mais ce n'est pas la solution. La nature ne fonctionne pas comme ça.
Regardez les ruches d'abeilles, les colonies de fourmis ou même les neurones dans notre cerveau. La puissance vient de la multiplication de petites unités interconnectées, pas d'une seule grande unité. L'ingénieur la regarda avec curiosité. Continue. Au lieu d'un grand système pour tout un quartier, nous devrions créer des micro-unités. Hélios pour chaque immeuble, connectées entre elles par un réseau intelligent. Elles partageraient l'énergie, s'adapteraient aux besoins locaux, et si l'une tombe en panne, les autres compenseraient. Dr Lavigne resta silencieux un moment, absorbant cette idée. Puis il sourit lentement. Un système distribué plutôt que centralisé, c'est audacieux, très différent de ce que nous avions envisagé. C'est aussi plus équitable, ajouta Célestine. Chaque communauté aurait son propre système, pourrait le gérer à sa façon, sans dépendre d'une autorité centrale. Tu sais que cela remettrait en question notre modèle économique initial. Les investisseurs s'attendaient à un système qu'ils pourraient contrôler, facturer. Célestine fronça les sourcils. L'énergie n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental. Elle devrait être accessible à tous, pas seulement à ceux qui peuvent payer. Dr Lavigne émit un petit rire. Tu es idéaliste, Célestine. Le monde ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Il soupira. Mais ton idée mérite d'être explorée. Présente-la lors de la réunion d'équipe cet après-midi. La réunion se tenait dans une grande salle de conférence. Autour de la table étaient assis une douzaine d'ingénieurs ainsi que des représentants du département marketing et financier. Célestine s'assit discrètement au fond, comme à son habitude, mais Dr Lavigne lui fit signe de venir s'installer à la table principale. Avant d'aborder l'ordre du jour habituel, annonça-t-il, Célestine souhaiterait partager une idée concernant notre problème d'échelle. Tous les regards se tournèrent vers elle. François Marchand, toujours hostile à sa présence, laissa échapper un soupir audible. Mathilde Perrin, en revanche, lui sourit avec encouragement. Célestine expliqua son concept de système distribué, illustrant ses propos avec les schémas de son carnet que Dr Leroy projetait au mur. À mesure qu'elle parlait, les expressions autour de la table évoluaient. Scepticisme initial, puis curiosité, et finalement, pour beaucoup, un intérêt manifeste. « C'est complètement irréaliste », intervint François quand elle eut terminé. « Nous avons déjà investi des millions dans l'approche centralisée. Changer de direction maintenant serait catastrophique pour notre calendrier et notre budget, sans compter les implications commerciales », ajouta une femme du département marketing. « Notre modèle repose sur la vente d'énergie à grande échelle. Des micro-unités indépendantes rendraient le contrôle des prix presque impossible. » « Exactement, renchérit François. C'est une belle utopie, mais nous vivons dans le monde réel où les entreprises doivent générer des profits. » Célestine, habituellement timide face à la confrontation, sentit une colère inhabituelle monter en elle. « Le monde réel, répéta-t-elle, doucement. Le monde réel est celui où des millions de personnes n'ont pas accès à une énergie fiable et propre, où des familles doivent choisir entre se chauffer et manger, où des enfants ne peuvent pas étudier le soir parce qu'ils n'ont pas d'électricité. » Sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait. « Si votre monde réel ne peut pas créer des solutions qui aident réellement les gens, alors peut-être qu'il est temps de changer ce monde, pas les solutions. » Un silence stupéfait suivit sa déclaration. Même François semblait sans voix. Dr Lavigne s'éclaircit la gorge. « Je comprends les préoccupations de chacun, mais je pense que nous ne devrions pas rejeter cette idée trop rapidement. Après tout, c'est Célestine qui a débloqué notre projet initial quand nous étions tous dans l'impasse. » Il se tourna vers elle. « Ta vision est ambitieuse, et j'apprécie ton engagement. Nous allons constituer une petite équipe pour explorer cette approche distribuée en parallèle de nos travaux actuels. Mathilde, serais-tu disposée à diriger ce groupe ?» Mathilde acquiesça avec enthousiasme. « Avec plaisir. C'est une perspective fascinante qui mérite d'être étudiée. » François Marchand se leva brusquement. « C'est ridicule. Nous allons gaspiller des ressources précieuses pour les idées fantasques d'une enfant. » François répondit calmement. « Docteur Lavigne, je te rappelle que cet enfant a résolu un problème qui nous bloquait depuis des mois. Son approche non conventionnelle pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. » La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Alors que les participants se dispersaient, Mathilde s'approcha de Célestine. « Ne t'inquiète pas pour François.
Il a toujours eu du mal avec les idées qui bousculent ses certitudes. Elle sourit. Personnellement, je trouve ton concept brillant. Ça va être passionnant de l'explorer ensemble. Les semaines suivantes furent intenses. Célestine partageait son temps entre ses cours, de plus en plus adapté à ses capacités exceptionnelles, et le travail avec Mathilde sur le concept de système distribué. Elle formait une équipe étonnamment complémentaire. L'intuition visionnaire de Célestine, combinée à la rigueur méthodique de l'ingénieur. Un soir, alors qu'elle travaillait tard sur une simulation, Mathilde posa une question qui prit Célestine au dépourvu. « Comment fais-tu ? Comment je fais, quoi ? Pour voir ce que personne d'autre ne voit, pour penser si différemment. » Célestine réfléchit un moment. « Je ne sais pas si je pense différemment. Je regarde juste les choses sans supposer que je connais déjà les réponses. » Mathilde sourit. « C'est plus rare que tu ne le crois. La plupart d'entre nous passons des années à apprendre des règles, des méthodes, des cadres théoriques. Nous devenons experts dans un domaine précis, mais cette expertise devient parfois une cage qui limite notre imagination. Mon grand-père disait souvent que les vraies découvertes ne viennent pas de nouvelles réponses, mais de nouvelles questions, murmura Célestine, se rappelant les conversations qu'ils avaient eues avant son départ. Ton grand-père était un homme sage. Mathilde hésita, puis ajouta « Tu sais, François n'est pas une mauvaise personne. Il est juste effrayé. » Effrayé ? De quoi ? De l'inconnu, du changement, de l'idée qu'une enfant puisse remettre en question tout ce qu'il a appris en 20 ans de carrière. Elle soupira. Beaucoup de gens réagissent comme lui quand leurs certitudes sont ébranlées. Célestine médita ces paroles en rentrant, chez elle ce soir-là. Elle comprenait mieux maintenant la résistance qu'elle rencontrait. Ce n'était pas seulement contre ses idées, mais contre ce qu'elles représentaient. Une remise en question d'un système établi, d'une hiérarchie confortable pour ceux qui en bénéficiaient. 3 mois après le début de leur projet parallèle, Mathilde et Célestine présentèrent leurs résultats à l'équipe élargie. Elles avaient construit un prototype miniature de leur système distribué, utilisant des composants électroniques basiques et un réseau de communication rudimentaire. Nous avons réussi à créer un réseau de 10 micro-unités Helios, expliqua Mathilde, chacune capable de générer, stocker et partager de l'énergie. Le système s'autorégule en fonction des besoins et des capacités de chaque unité. Regardez ce qui se passe quand nous simulons une panne sur cette unité, ajouta Célestine en désactivant l'un des modules. Les autres compensent immédiatement, redistribuant leurs ressources sans interruption de service. Les résultats étaient impressionnants, même pour les plus sceptiques. Le système distribuait non seulement l'énergie de manière plus efficace, mais il était aussi plus résilient, moins coûteux à produire et plus facile à installer. Ce qui est particulièrement intéressant, conclut Mathilde, c'est que ce modèle pourrait être déployé progressivement, quartier par quartier, sans nécessiter l'investissement massif initial d'un système centralisé. Dr Lavigne semblait profondément impressionné. C'est remarquable, vraiment remarquable. Il se tourna vers le reste de l'équipe. Je pense qu'il est temps de reconsidérer sérieusement notre approche. Ce système distribué offre des avantages que nous ne pouvons ignorer. François Marchand, qui était resté silencieux pendant toute la présentation, se leva soudainement. « Vous ne voyez donc pas ce qui se passe » s'exclama-t-il, le visage rouge de colère. « Nous sommes en train d'abandonner des années de travail, des investissements massifs, pour suivre les lubies d'une enfant qui n'a même pas de diplôme. »« François » commença Dr Lavigne. Mais l'ingénieur ne l'écoutait plus. « Elle arrive ici sans aucune formation, sans comprendre les enjeux économiques, les contraintes réelles, et vous la traitez comme une sorte de messie technologique. C'est de la folie. » Célestine observait cette explosion avec un mélange de tristesse et de compréhension. Les paroles de Mathilde résonnaient dans son esprit. Il avait peur. Peur que tout ce qu'il avait construit, tout ce en quoi il croyait, puisse être remis en question. « Je ne prétends pas tout savoir, monsieur Marchand, » dit-elle doucement. « Je propose juste une autre façon de voir les choses. Nous pourrions travailler ensemble, combiner votre expérience et... Je n'ai pas besoin des conseils d'une gamine, » coupa-t-il sèchement avant de quitter la salle en claquant la porte. Un silence pesant s'installa. Puis, à la surprise générale, l'un des représentants financiers prit la parole.
Je dois admettre que j'étais sceptique au départ. Mais ces résultats sont convaincants. Un déploiement progressif réduirait considérablement nos risques financiers, et les coûts de production plus faibles pourraient ouvrir de nouveaux marchés. D'autres voix s'élevèrent, la plupart favorables au changement de direction. Dr Lavigne leva finalement la main pour ramener le calme. Je crois que nous avons une décision à prendre. Mais avant, j'aimerais entendre ce que Célestine envisage. Pour la suite de ce projet. Tous les regards se tournèrent vers elle. Célestine prit une profonde inspiration. Je pense que nous devrions commencer par les quartiers qui en ont le plus besoin. Pas les zones riches qui peuvent déjà se permettre les meilleures technologies, mais les communautés défavorisées, les écoles sous-financées, les centres médicaux en difficulté. Elle déroula une carte de Grenoble et des environs qu'elle avait préparée, marquée de points colorés. J'ai identifié ces zones comme prioritaires. Nous pourrions installer des systèmes pilotes, former les habitants à leur maintenance, créer des emplois locaux tout en fournissant une énergie propre et abordable. Dr Lavigne examina la carte, pensif. C'est une approche peu conventionnelle pour un lancement. Commercial. Normalement, nous ciblerions d'abord les clients les plus rentables, mais si notre objectif est de prouver que ce système peut fonctionner partout, pour tout le monde, argumenta Célestine, ne devrions-nous pas commencer par les défis les plus difficiles? Si nous réussissons là où les systèmes traditionnels ont échoué, cela démontrait vraiment la valeur de notre approche. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Même les représentants commerciaux semblaient intrigués par cette stratégie audacieuse. Et puis, ajouta-t-elle avec un petit sourire, imaginez les retombées médiatiques d'un projet qui met la technologie de pointe au service des plus démunis plutôt que des plus fortunés. Dr Lavigne éclata de rire. « Tu as l'âme d'une stratège, Célestine. » Il se tourna vers l'équipe. « Je propose que nous adoptions officiellement le modèle distribué comme direction principale du projet Helios, avec une phase pilote dans les zones identifiées par Célestine. Des objections ? » Personne ne s'opposa. La décision était prise. En 1915, sortant de la réunion, Célestine aperçut François Marchand assis seul dans un couloir, l'air abattu. Après un moment d'hésitation, elle s'approcha de lui. « Monsieur Marchand ?» Il leva des yeux rougis vers elle. « Qu'est-ce que tu veux? Venir savourer ta victoire ?»« Non, » répondit-elle doucement. « Je voulais vous dire que j'admire votre travail. Sur le système de refroidissement du prototype initial. Sans votre solution, rien de tout cela n'aurait été possible. » Il la regarda avec surprise, décontenancé par ce compliment inattendu. « Le système distribué aura besoin d'experts en thermodynamique, » continua-t-elle. « Votre expérience serait précieuse. J'aimerais apprendre de vous. » Un long silence s'installa. Puis, lentement, l'expression de François s'adoucit. « Tu es une étrange petite fille, Célestine Morel, » dit-il finalement. « Peut-être. Peut-être pourrions-nous discuter de certaines idées que j'ai concernant l'efficacité thermique des micro-unités. » Célestine sourit. « J'aimerais beaucoup. » Ce soir-là, en rentrant chez elle sous une pluie fine typique de l'automne grenoblois, Célestine réfléchissait à la journée écoulée. Elle avait affronté le scepticisme, défendu ses idées et finalement trouvé un terrain d'entente avec son plus fervent opposant. Mais plus important encore, elle avait contribué à orienter le projet vers ce qui lui semblait vraiment important, aider ceux qui en avaient le plus besoin. En passant devant une école primaire de son quartier, modeste, elle s'arrêta un instant. Les fenêtres étaient sombres, l'école fermée pour la journée. Elle imagina ces salles de classe illuminées par l'énergie d'Hélios, des enfants étudiant sans interruption, même pendant les pannes d'électricité qui affectaient régulièrement le secteur. Et soudain, une nouvelle idée germa dans son esprit. Le vent d'hiver soufflait sur Grenoble, transformant la ville en un tableau blanc et gris. Un an s'était écoulé depuis la présentation du système distribué Helios, et le projet avait pris une ampleur que personne n'aurait pu prévoir. Les premières installations pilotes dans les quartiers défavorisés avaient dépassé toutes les attentes, attirant l'attention de médias internationaux et d'investisseurs socialement responsables. Célestine avait maintenant 13 ans. Sa chambre d'adolescente, toujours modeste, était devenue un curieux mélange de normalité et d'exception. Des posters de groupes de musique côtoyèrent des schémas techniques complexes. Un ours en peluche usé
trônait à côté d'un prototype, miniature d'une unité Hélios. Ce matin-là, assise à son bureau, elle travaillait sur une nouvelle idée qui l'obsédait depuis cette soirée pluvieuse devant l'école. Ses croquis montraient une structure mobile, modulaire, équipée de panneaux solaires et de systèmes de récupération d'eau de pluie. Élodie entra, portant une tasse de chocolat chaud. « Encore en train de dessiner? Tu ne veux pas te reposer? » « Aujourd'hui, c'est samedi, tu sais. » Célestine sourit à sa mère. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. C'est presque clair dans ma tête. » Élodie s'approcha pour examiner les dessins. « Qu'est-ce que c'est? Une sorte de container. »« C'est une école mobile, » expliqua Célestine, ses yeux brillants d'excitation. « Imagine, une structure qu'on pourrait installer n'importe où, autonome, en énergie grâce à Hélios, avec tout ce dont les enfants ont besoin pour apprendre et créer. »« Une école mobile, » répéta Élodie pensive, « pour les régions éloignées? Pas seulement, pour tous les endroits où les écoles traditionnelles ne fonctionnent pas bien. Les quartiers défavorisés, les zones rurales, les camps de réfugiés. » Célestine fit défiler ses croquis, révélant des détails de l'intérieur. Pas de salle de classe rigide, mais des espaces ouverts où les enfants pourraient explorer, expérimenter, apprendre à leur rythme. Élodie observa sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Célestine avait toujours été spéciale, mais son développement ces derniers mois était presque effrayant. Elle parlait maintenant avec une assurance qui semblait dépasser son âge, et ses idées s'étendaient bien au-delà de la simple technologie. « C'est un beau rêve, ma chérie. Mais construire des écoles, c'est très différent de concevoir des systèmes énergétiques. Il y a des réglementations, des programmes scolaires, des enseignants à former. » « Je sais, » acquiesça Célestine. « C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. J'ai pensé à en parler à Dr Leroy. Le CEA a des partenariats avec des organisations éducatives, non ?» Élodie soupira, résignée. Quand Célestine avait une idée en tête, rien ne pouvait l'arrêter. « Finis ton chocolat avant qu'il ne refroidisse au moins. » Le lundi suivant, Célestine présenta son concept d'école mobile à Dr Leroy dans son bureau. « C'est ambitieux, » commenta l'ingénieur après avoir examiné les dessins, « et surprenant. Je m'attendais à ce que tu poursuives tes travaux. »« Sur Hélios. C'est lié, » expliqua Célestine. « Hélios rend possible cette autonomie énergétique, mais ce n'est qu'un moyen. La vraie question est autonomie pour quoi faire, et je pense que l'éducation est la réponse. » Dr Leroy l'observa avec curiosité. « Tu sais, la plupart des enfants de ton âge veulent juste jouer aux jeux vidéo ou traîner avec leurs amis. »« J'aime aussi ça, » répondit Célestine avec un petit sourire. « Mais je vois tellement de possibilités, comment pourrais-je les ignorer ?» Dr Leroy resta silencieuse un moment, puis sourit. « Tu me rappelles quelqu'un. »« Qui ?»« Moi, à ton âge. J'étais obsédé par l'idée de créer des robots qui aideraient les personnes handicapées. Mes parents pensaient que c'était une lubie passagère. » Elle rit doucement. 20 ans plus tard, je travaille toujours sur des variations de cette idée. Elle se leva et fit signe à Célestine de la suivre. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Elles traversèrent les couloirs du centre jusqu'à une zone que Célestine n'avait jamais visitée, un département nommé « Applications sociétales ». Le CEA n'est pas seulement un centre de recherche technologique, expliqua Dr Leroy, en saluant quelques collègues au passage. Nous avons aussi pour mission d'explorer comment nos innovations peuvent répondre aux défis sociaux. Elles entrèrent dans une grande salle où diverses maquettes et prototypes étaient exposés, des systèmes de purification d'eau, des dispositifs médicaux portables, des solutions d'accessibilité pour personnes handicapées. « Voici le projet sur lequel travaille actuellement mon équipe, » dit Dr Leroy en s'arrêtant devant une structure qui ressemblait étrangement au croquis de Célestine. C'est un module éducatif déployable, oui, conçu initialement pour les situations d'urgence humanitaire, mais nous envisageons des applications plus larges. Célestine examina la maquette avec étonnement. La structure de base était similaire à ce qu'elle avait imaginé, mais l'approche était différente, plus conventionnelle, moins adaptative. « C'est fascinant, » murmura-t-elle. « Mais tu l'aurais conçu différemment, » compléta Dr Leroy avec un sourire. « J'aimerais entendre tes idées. En fait, la directrice de ce département, Dr Claire Valentin, cherchait justement une perspective fraîche sur ce projet. » Les 6 semaines suivantes,
Célestine partagea son temps entre le projet Helios et le développement du concept d'école mobile, rebaptisé Projet Lumière par l'équipe. Sa vision commençait à prendre forme. Des structures modulaires construites à partir de matériaux recyclés, alimentées par des micro-unités Helios, équipées de technologies éducatives adaptatives et d'espaces polyvalents. Contrairement à l'approche traditionnelle, ces écoles seraient centrées sur la création et l'exploration, plutôt que sur la mémorisation et les examens. Les enfants apprendraient en faisant, en expérimentant, en résolvant des problèmes réels adaptés à leur communauté. Dr Valentin, une femme dynamique aux cheveux grisonnants, était impressionnée par l'approche holistique de Célestine. « Ce qui me fascine, dit-elle lors d'une réunion d'équipe, c'est que tu ne te contentes pas de concevoir un bâtiment ou un système technologique. Tu repenses fondamentalement ce qu'une école devrait être. » Célestine haussa les épaules. Peu embarrassée par l'attention. Je me souviens juste de ce qui m'ennuyait à l'école et j'essaie d'imaginer comment ça pourrait être différent. François Marchand, qui avait finalement accepté de collaborer au projet Helios et participait maintenant, occasionnellement aux réunions du projet Lumière, intervint. « C'est là que réside ton génie, Célestine. Tu n'es pas prisonnière des modèles existants. Tu demandes pourquoi quand le reste d'entre nous se contente de comment. » Célestine rougit. Venant de François, autrefois son plus féroce critique, ce compliment signifiait beaucoup. Le printemps arriva, et avec lui, la phase de prototypage du projet Lumière. Un terrain à la périphérie de Grenoble avait été mis à disposition par la municipalité, enthousiasmée par l'idée d'une école expérimentale qui pourrait servir de modèle pour d'autres villes. Célestine était présente le jour où les premiers modules arrivèrent. D'anciens containers maritimes transformés selon ses plans, peints de couleurs vives par des artistes locaux. Elle observait émerveillée, alors que les grues les positionnaient selon la configuration qu'elle avait conçue. Un arrangement hexagonal avec une cour centrale ouverte. « C'est comme voir un rêve prendre forme », murmura-t-elle à sa mère, qui l'accompagnait ce jour-là. Élodie serra sa main. « Tu as toujours eu ce don, Célestine, transformer les rêves en réalité. » L'installation des modules Helios sur les toits fut supervisée par Mathilde et François, qui avaient perfectionné le système pour cette application spécifique. À l'intérieur, des équipes installèrent des établis, des ordinateurs, des imprimantes 3D, des microscopes et toutes sortes d'outils qui permettraient aux enfants d'explorer et de créer. Un mois plus tard, le prototype était prêt pour une phase de test. Une vingtaine d'enfants du quartier avaient été invités à participer à un programme pilote pendant les vacances scolaires. Célestine, malgré son jeune âge, avait insisté pour être présente chaque jour, non pas comme une figure d'autorité, mais comme une facilitatrice, une co-apprenante. Le premier jour fut chaotique mais exaltant. Les enfants âgés de 8 à 14 ans explorèrent les espaces avec une curiosité débordante, posant 1000 questions, testant chaque équipement. Certains étaient intimidés par tant de liberté, habitués à des instructions strictes. D'autres s'épanouissaient immédiatement. Célestine observait, prenait des notes, ajustait l'approche en temps réel. Elle avait prévu des défis plutôt que des leçons. Construire un pont qui pourrait supporter un certain poids, créer un système de filtration d'eau, programmer un petit robot pour accomplir une tâche simple. À la fin de la première semaine, quelque chose de remarquable commençait à émerger. Les enfants s'organisaient spontanément en petits groupes selon leurs intérêts, s'entraidaient, partagèrent leurs découvertes. Certains, qui étaient considérés comme difficiles ou en échec dans le système traditionnel, révélaient soudain des talents insoupçonnés. « Regarde Lucas », dit Dr Valentin à Célestine, en observant un garçon de 12 ans qui expliquait patiemment à 2 camarades comment il avait amélioré leur système de filtration. Ses professeurs nous avaient prévenus qu'il était perturbateur. Il semble que son énergie avait simplement besoin d'un meilleur canal. Célestine sourit. Il me rappelle quelqu'un. Au bout de 3 semaines, les résultats dépassaient toutes les attentes. Les enfants avaient non seulement acquis des connaissances scientifiques et techniques, mais aussi développé des compétences sociales, une confiance en eux et une véritable passion pour l'apprentissage. Une équipe de journalistes vint visiter l'école prototype, suivie de près par des représentants du ministère de l'Éducation nationale. L'intérêt grandissait.
et avec lui les questions sur l'avenir du projet. Un soir, alors que Célestine rangeait le matériel après le départ des enfants, Dr Leroy vint la trouver avec une expression sérieuse. « Célestine, nous devons parler. Le projet prend une ampleur que personne n'avait anticipée. Des délégations internationales demandent à visiter. Des investisseurs sociaux veulent financer des expansions. Même l'UNESCO a manifesté son intérêt. » Célestine la regarda, surprise. « C'est une bonne chose, non ?» ?»« Oui et non. » Dr Leroy s'assit sur l'un des tabourets colorés. Le succès apporte son lot de défis. Des questions de propriété intellectuelle, de gouvernance, de stratégie à long terme. Des décisions importantes devront être prises. Je ne comprends pas. Certains voudraient commercialiser le concept. D'autres pensent qu'il devrait rester dans le domaine public, accessible à tous. Il y a des enjeux politiques, économiques. Célestine fronça les sourcils. Ce n'est pas supposé être compliqué. C'est juste une meilleure façon d'apprendre. Dr Leroy sourit tristement. Dans notre monde, les bonnes idées deviennent rarement réalité sans se frotter à la complexité des systèmes existants. Avant que Célestine puisse répondre, son téléphone sonna. C'était sa mère, sa voix tendue. « Célestine, tu dois rentrer. Immédiatement. Nous avons des visiteurs. » En arrivant chez elle, Célestine trouva sa mère assise dans leur petit salon, entourée de 3 personnes en costume, 2 hommes et une femme, à l'allure sérieuse et professionnelle. « Ah, voici. La jeune prodige, » dit l'un des hommes en se levant pour lui serrer la main. « Je suis Philippe Durand, directeur de l'innovation chez Technifutur, et voici mes collègues, Madame Leclerc et Monsieur Bertrand. » Technifutur était l'un des plus grands conglomérats technologiques européens, connu pour ses acquisitions agressives de start-ups innovantes. « Nous sommes très impressionnés par ton travail, Célestine, » continua Monsieur Durand avec un sourire commercial. Tant sur le projet Helios que sur cette école mobile, nous pensons qu'il y a un potentiel commercial énorme. « Commercial », répéta Célestine, confuse. Bien sûr, des écoles privées haut de gamme partout dans le monde seraient prêtes à payer des sommes considérables pour ce concept innovant. Et le système Helios pourrait être déployé dans des résidences de luxe, des centres commerciaux, des complexes touristiques. Célestine sentit une vague de déception l'envahir. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai créé ces projets. Ils sont destinés à aider ceux qui en ont le plus besoin, pas à enrichir les privilégiés. Durand eut un petit rire condescendant. Noble sentiment, ma chère, mais le monde réel fonctionne différemment. Pour que tes idées aient un impact, elles doivent être économiquement viables. Nous sommes prêts à offrir un contrat très généreux, intervint Madame Leclerc. Des royalties substantielles, une position de consultante et bien sûr une bourse complète pour tes études futures dans l'institution de ton choix. Elle sortit une enveloppe épaisse qu'elle posa sur la table basse. Tous les détails sont là. Prends le temps d'y réfléchir avec ta mère. Célestine regarda l'enveloppe, puis sa mère, dont l'expression était indéchiffrable. « Et si je refuse ?» Un silence inconfortable s'installa. Monsieur Bertrand, qui n'avait pas encore parlé, se pencha en avant. « Soyons réalistes, Célestine. Tes inventions utilisent des technologies développées au CEA, une institution publique. Les questions de propriété intellectuelle sont complexes. Sans le soutien d'une entreprise comme la nôtre, avec ses ressources juridiques et financières, ces projets pourraient s'enliser dans des batailles légales pendant des années. » La menace était à peine voilée. Célestine sentit la colère monter en elle, mais aussi une détermination nouvelle. « Je vous remercie pour votre offre, » dit-elle avec un calme qui surprit même sa mère. « Je vais y réfléchir sérieusement. » Après leur départ, Élodie s'assit, à côté de sa fille sur le canapé. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Célestine regarda par la fenêtre, vers les montagnes qui entourèrent Grenoble, majestueuses et immuables face aux petites agitations humaines. « Je ne sais pas encore. Mais je sais ce que je ne ferai pas. Je ne laisserai pas mes idées être dénaturées pour maximiser des profits. » Élodie sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Ton grand-père aurait dit la même chose. » Cette nuit-là, Célestine dormit peu. Son esprit tournait à plein régime, cherchant une issue à ce dilemme apparemment insoluble. Comment protéger l'intégrité de sa vision tout en lui permettant de se répandre là où elle était nécessaire? Au petit matin, alors que les
Premier rayon de soleil filtrait à travers sa fenêtre. Une idée commença à prendre forme dans son esprit. Une idée audacieuse, radicale, qui pourrait changer les règles du jeu. Elle saisit son carnet et commença à écrire frénétiquement, les mots et les schémas coulant de son crayon comme un torrent trop longtemps contenu. Ce n'était plus seulement une question de technologie ou d'éducation, mais de système, de paradigme, de vision pour un monde différent. Quand Élodie vint frapper à sa porte pour le petit déjeuner, elle trouva sa fille transformée, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « J'ai trouvé », dit simplement Célestine, « j'ai trouvé comment faire. » La salle de conférence du CEA Leti était comble ce matin-là. Autour de la grande table ovale, s'étaient rassemblés les principaux acteurs du projet Hélios et du projet Lumière. Dr Lavigne, Dr Leroy, Dr Valentin, Mathilde, François, ainsi que des représentants du département juridique et de la direction générale. Face à eux, debout devant un écran blanc, Célestine attendait, son carnet à la main, calme malgré l'importance du moment. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait jamais été. Comme vous le savez probablement, TechniFuture a manifesté son intérêt pour acquérir les droits commerciaux exclusifs de nos projets. Des murmures parcoururent l'assemblée. La nouvelle s'était répandue rapidement dans les couloirs du centre de recherche. Beaucoup penseraient que c'est une opportunité extraordinaire, continua Célestine. Une validation de notre travail, une chance de le voir déployé à grande échelle avec les ressources d'un géant industriel. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. Mais je crois que ce serait une erreur fondamentale. Une trahison de la vision qui a guidé ces projets depuis le début. Le directeur juridique, un homme d'âge moyen au costume impeccable, s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Morel, je comprends votre attachement à ces projets, mais les réalités financières et légales... Je suis parfaitement consciente des réalités, monsieur Thibault, coupa doucement Célestine. C'est pourquoi j'ai développé une alternative que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. » Elle activa l'écran derrière elle, révélant un schéma complexe représentant une nouvelle structure organisationnelle. Je propose la création d'une fondation indépendante, à but non lucratif, qui détiendrait tous les droits sur les technologies Hélios et Lumière. Cette fondation opérerait selon un modèle d'innovation ouverte et de licence sociale. Elle expliqua son concept en détail. Toutes les spécifications techniques, les plans, les méthodologies seraient placées dans le domaine public, librement accessibles à quiconque souhaitait les utiliser pour des projets à impact social positif. Pour les utilisations commerciales, un système de licence proportionnelle serait mis en place, les redevances étant réinvesties dans le développement et le déploiement des technologies dans les zones défavorisées. Imaginez un cercle vertueux, poursuivit-elle avec passion. Les entreprises qui profitent de ces innovations contribuent automatiquement à leur diffusion là où elles sont le plus nécessaires. Ce n'est pas de la charité, c'est un nouveau modèle économique qui aligne les intérêts commerciaux avec le bien commun. Le silence qui suivit sa présentation était chargé d'émotion. Dr Lavigne fut le premier à le rompre. « C'est révolutionnaire, dit-il lentement. Pas seulement technologiquement, mais conceptuellement. Tu ne proposes pas moins qu'une refonte de notre façon de penser l'innovation et sa diffusion. » Exactement, acquiesça Célestine. Parce que le vrai problème n'est pas technique, il est systémique. Nous avons créé des technologies qui pourraient résoudre de nombreux problèmes mondiaux. Mais notre modèle de propriété intellectuelle et de commercialisation les maintient hors de portée de ceux qui en ont le plus besoin. Dr Leroy hochait lentement la tête, un sourire se formant sur ses lèvres. « Tu sais que TechniFuture ne va pas accueillir cette idée avec enthousiasme ? Bien sûr, ils veulent un monopole, pas un commun. » Célestine sourit. « Mais ils ne sont pas notre seule option. » Elle fit défiler son écran, révélant une liste impressionnante de partenaires potentiels qu'elle avait identifiés. Fondations, philanthropiques, organisations internationales, coopératives technologiques, gouvernements progressistes. J'ai déjà initié des discussions préliminaires avec certains d'entre eux. L'intérêt est réel et substantiel. Le directeur juridique semblait partagé entre l'admiration et l'inquiétude. C'est un concept fascinant, mais les détails légaux seraient extrêmement complexes, et TechniFuture a des avocats très agressifs.
C'est « Pourquoi nous avons besoin de vous, monsieur Thibault ?» répondit Célestine avec un sourire désarmant, « pour transformer cette vision en réalité juridique solide. » La réunion se poursuivit pendant des heures, chaque aspect de la proposition étant minutieusement analysé, débattu, affiné. À la surprise de beaucoup, François Marchand devint l'un des défenseurs les plus ardents du plan de Célestine. Pendant des années, j'ai travaillé sur des technologies qui finissaient par bénéficier uniquement aux plus riches, admit-il. Cette approche pourrait vraiment changer la donne. Quand la réunion se termina finalement, un consensus émergent se dessinait. Le CEA soutiendrait la création de la fondation à condition que certaines garanties soient mises en place pour protéger ses intérêts légitimes et sa réputation. Il reste énormément de travail, conclut Dr Lavigne, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Célestine, tu as encore une fois démontré une vision qui dépasse largement ton âge. En sortant de la salle, Célestine fut surprise de trouver sa mère qui l'attendait dans le couloir. « Dr Leroy m'a appelé », expliqua Élodie en réponse à son regard interrogateur. « Elle pensait que tu aurais besoin de soutien aujourd'hui. » Célestine se blottit dans les bras de sa mère, soudain redevenue une simple adolescente, épuisée par l'intensité émotionnelle de la journée. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Élodie. « Ils ont accepté. Nous allons créer la fondation. » Élodie serra sa fille plus fort. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie, tellement fière. » Les mois qui suivirent furent intenses. La création de la Fondation Lumière nécessitait un travail juridique, administratif et diplomatique considérable. Comme prévu, TechniFuture tenta d'abord d'entraver le processus par des manœuvres légales. Puis, constatant la détermination et le soutien croissant dont bénéficiait l'initiative, adopta une approche plus conciliante, proposant de devenir l'un des partenaires industriels de la Fondation. Parallèlement, le prototype d'école mobile continuait à fonctionner, accueillant de plus en plus d'enfants, affinant constamment son approche pédagogique. Des enseignants venaient observer, apprendre, s'inspirer. Certains restaient sceptiques, attachés aux méthodes traditionnelles, mais beaucoup repartaient transformés, voyant dans cette approche une réponse à des problèmes qu'ils affrontaient quotidiennement. Un jour d'été, alors que Célestine guidait un groupe de visiteurs à travers l'école, elle remarqua une jeune fille d'environ 10 ans qui restait en retrait, observant tout avec une intensité qui lui rappelait sa propre attitude lors de sa première visite au CEA. Après la visite, Célestine s'approcha d'elle. « Tu sembles très intéressée par tout ça. » La fillette, qui s'appelait Zoé, haussa les épaules avec une timidité mêlée de fierté. « J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. »« Moi aussi, » sourit Célestine. « Tu veux me montrer ce qui t'intéresse particulièrement ?» Zoé hésita, puis sortit de son sac un petit carnet couvert de dessins et de notes. « J'ai des idées pour améliorer le système de récupération d'eau de pluie. Je pense qu'on pourrait l'utiliser aussi, pour générer un peu d'électricité, en ajoutant une mini-turbine ici. » Célestine examina les croquis, impressionnée par leur précision et leur ingéniosité. « C'est brillant, Zoé. Tu voudrais essayer de construire un prototype ?» Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Je peux vraiment ?»« Bien sûr. C'est exactement pour ça que cette école existe. » Cette rencontre marqua un tournant pour Célestine. Elle réalisa que son rôle évoluait, de créatrice à mentor, d'innovatrice à facilitatrice. Et cette transition lui semblait naturelle, juste. Les semaines suivantes, elle passa de plus en plus de temps à travailler directement avec les enfants, identifiant ceux qui, comme Zoé, montraient un potentiel particulier, mais aussi ceux qui luttaient, qui avaient besoin d'une approche différente pour s'épanouir. Un matin d'automne, alors qu'elle aidait un groupe d'enfants à construire un petit robot autonome à partir de matériaux recyclés, Dr Valentin vint la trouver avec une nouvelle excitante. La fondation est officiellement créée. Tous les documents ont été signés hier soir. Célestine sourit sans interrompre son travail avec les enfants. C'est une excellente nouvelle. Dr Valentin parut surprise par cette réaction mesurée. « Tu ne veux pas venir au centre ? Il y a une petite célébration, et les médias veulent t'interviewer. » Célestine regarda les enfants absorbés par leur projet, leurs visages concentrés, leurs mains habiles, manipulant des composants électroniques avec une confiance croissante. « Non, dit-elle doucement. Ma place est ici aujourd'hui.
Vous pouvez leur dire que je suis occupé à faire exactement ce pourquoi la Fondation a été créée. Docteur Valentin sourit, comprenant. Je leur transmettrai le message. Au fil des mois, la réputation de l'école mobile de Grenoble s'étendit bien au-delà des frontières françaises. Des délégations internationales affluaient pour observer cette approche révolutionnaire de l'éducation. La Fondation Lumière, désormais pleinement opérationnelle, commençait à déployer d'autres écoles mobiles dans diverses régions. D'abord en France, puis en Europe, et bientôt dans des pays en développement. Chaque nouvelle école était adaptée à son contexte local, intégrant les connaissances et les besoins spécifiques de la communauté qu'elle servait. Dans un village rural du Sénégal, le programme mettait l'accent sur l'agriculture durable et la gestion de l'eau. Dans un quartier défavorisé de Marseille, il se concentrait sur les technologies numériques et l'entrepreneuriat social. Célestine, qui avait maintenant 14 ans, partageait son temps entre ses études, dans un programme spécial combinant le lycée et des cours universitaires, son travail à l'école prototype de Grenoble et des visites occasionnelles aux autres sites. Elle refusait systématiquement les interviews et les apparitions publiques, préférant rester en arrière-plan, laissant d'autres devenir les visages publics de l'initiative. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une journée particulièrement intense, elle trouva sa mère en grande conversation avec Dr Leroy dans leur salon. « Ah, te voilà », dit Élodie avec un sourire légèrement tendu. « Émilie a une proposition importante à te faire. » Dr Leroy semblait inhabituellement nerveuse. « Célestine, comme tu le sais, la Fondation prend de l'ampleur rapidement. Nous avons maintenant des projets dans 12 pays et des demandes qui arrivent quotidiennement du monde entier. » Célestine acquiesça, attendant la suite. Le conseil d'administration pense qu'il est temps de nommer un directeur de l'innovation, quelqu'un qui superviserait tous les développements technologiques, assurerait la cohérence de notre approche tout en l'adaptant aux contextes locaux. « C'est une bonne idée », approuva Célestine. « Sarti, François ou Mathilde seraient parfaits pour ce rôle. » Dr Leroy échangea un regard avec Élodie. « En fait, c'est à toi que nous pensons, Célestine. » Un silence surpris s'installa. Célestine les regarda tour à tour, incrédule. « Moi ? Mais je n'ai que 14 ans. Je n'ai même pas terminé mes études secondaires. »« L'âge n'est qu'un chiffre, » répondit doucement Dr Leroy. « Tu as démontré une vision, une capacité d'innovation et de leadership que peu d'adultes possèdent. La Fondation est ton idée, ta création. Qui mieux que toi pourrait guider son développement technologique ?» Célestine se laissa tomber sur une chaise, l'esprit tourbillonnant. « Je ne sais pas, c'est une énorme responsabilité. »« Tu ne serais pas seul, » la rassura Dr Leroy. « Tu aurais une équipe complète pour t'assister et le conseil pour te guider. Mais nous avons besoin de ton génie, de ta vision unique. » Élodie s'approcha de sa fille et prit ses mains dans les siennes. « C'est ton choix, ma chérie. Personne ne te forcera à accepter si tu ne te sens pas prête. » Célestine ferma les yeux, réfléchissant intensément. Une partie d'elle était terrifiée par l'ampleur de cette responsabilité. Une autre était électrisée par les possibilités que cela ouvrirait. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement, « et de poser quelques conditions. » Dr Leroy sourit. « Bien sûr, prends ton temps. Quelles seraient ces conditions ? » « D'abord, je veux continuer à travailler directement avec les enfants, au moins 2 jours par semaine. C'est là que naissent les meilleures idées, au contact de leurs besoins et de leurs rêves. Cela semble raisonnable. Ensuite, je veux que nous formions une équipe de jeunes innovateurs, des enfants comme Zoé, qui ont un potentiel exceptionnel, mais manquent de ressources ou d'opportunités. Ils travailleraient avec moi, apportant leurs perspectives uniques. » Dr Leroy hocha la tête, visiblement impressionné. « Une équipe d'innovation junior. C'est brillant. Cela incarnerait parfaitement l'esprit de la Fondation. » « Et enfin, » conclut Célestine, « je veux que nous restions fidèles à notre mission originale. Servir d'abord ceux qui en ont le plus besoin. Pas de compromis sur ce point, même si cela signifie refuser des opportunités commerciales lucratives. Le Conseil sera entièrement d'accord avec ce principe, assura Dr Leroy. C'est inscrit dans les statuts mêmes de la Fondation. » Célestine hocha lentement la tête. « Alors, je crois que j'accepte. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Célestine contemplait la trajectoire extraordinaire que sa vie avait prise, depuis cette visite scolaire au CEA Leti,
3 ans plus tôt. De simple écolière timide à directrice de l'innovation d'une fondation internationale. Le changement était vertigineux. Pourtant, au fond, elle se sentait toujours la même. Une enfant curieuse, fascinée par le fonctionnement du monde, déterminée à l'améliorer à sa façon. Les titres et les responsabilités n'étaient que des outils pour concrétiser cette vision. Elle s'endormit en pensant aux écoles mobiles qui se multiplieraient bientôt à travers le monde, chacune adaptée à son environnement, chacune offrant à des enfants comme elle la chance de développer leur potentiel unique. Et pour la première fois depuis longtemps, son sommeil fut paisible, sans rêve complexe ni équation à résoudre. Le lendemain matin, en arrivant à l'école prototype, elle trouva Zoé qui l'attendait, un nouveau carnet rempli d'idées, à la main. « J'ai pensé à un système pour recycler les déchets plastiques directement dans l'école », annonça la fillette avec enthousiasme. « On pourrait les transformer en filaments pour l'imprimante 3D. » Célestine sourit, reconnaissant en Zoé le même feu qui l'animait. « Montre-moi ça, et ensuite, j'ai une proposition à te faire. » Ainsi commença une nouvelle phase dans l'évolution. Du projet Lumière, une phase où Célestine n'était plus seulement l'inventeur solitaire, mais la catalyseur d'un réseau croissant de jeunes innovateurs déterminés à changer le monde. Un défi à la fois. Le soleil se levait sur les Alpes, baignant Grenoble d'une lumière dorée. Dans le jardin de l'école prototype, désormais connue simplement comme la lumière originelle, une douzaine d'adolescents étaient rassemblés autour d'une table couverte de plans et de maquettes. Au centre du groupe, Célestine, maintenant âgée de 16 ans, écoutait attentivement tandis qu'un garçon, d'origine sénégalaise, expliquait son concept. « Le problème dans mon village, disait Amadou, c'est que pendant la saison sèche, l'eau devient rare. Les panneaux solaires fonctionnent bien pour l'électricité, mais nous avons besoin d'une solution pour l'eau. » À ses côtés, Zoé, qui avait grandi pour devenir la plus proche collaboratrice de Célestine, pointait une série d'esquisses. « Nous avons développé ce système de condensation atmosphérique qui utilise l'énergie des unités Hélios pour extraire l'humidité de l'air, même dans des conditions arides. Le prototype fonctionne bien en laboratoire, » ajouta un autre, jeune Miguel, originaire d'Espagne. « Mais nous devons l'adapter aux conditions réelles du Sahel. » Célestine observait cet échange avec une fierté tranquille. L'équipe junior d'innovation qu'elle avait créée 2 ans plus tôt dépassait toutes ses espérances, composée de jeunes de 12 à 18 ans venus de divers horizons. Certains issus de quartiers défavorisés de Grenoble, d'autres de régions rurales françaises et quelques-uns de pays où la Fondation avait établi des écoles, cette équipe abordait des problèmes que beaucoup d'ingénieurs expérimentés n'osaient même pas affronter. « Je propose que nous envoyions une équipe au Sénégal pour tester le prototype dans les conditions réelles, » suggéra Célestine. « À Amadou, Zoé, Miguel, vous êtes partants ?» Leurs visages s'illuminèrent. Ces missions de terrain étaient toujours des moments privilégiés où la théorie rencontrait la réalité, où les idées abstraites se transformaient en solutions concrètes. La Fondation Lumière avait considérablement évolué depuis sa création. Ce qui avait commencé comme un simple projet d'école mobile était devenu un réseau mondial d'innovation sociale avec des antennes dans plus de 30 pays. Chaque antenne adaptait la philosophie originale. Apprentissage par la pratique, autonomie énergétique, approche centrée sur les besoins locaux, à son contexte spécifique. En tant que directrice de l'innovation, Célestine voyageait régulièrement pour visiter ces sites, accompagnée de membres de son équipe junior. Ces voyages n'étaient pas seulement l'occasion de partager expertise et ressources, mais aussi d'apprendre. Chaque communauté apportait ses propres connaissances, ses défis uniques, enrichissant constamment l'écosystème de la Fondation. Célestine appela une voix depuis l'entrée du jardin. C'était Dr Leroy, qui, malgré les années et les responsabilités croissantes, restait un mentor et une amie proche. « Tu as un moment ?» Laissant l'équipe à ses préparatifs, Célestine rejoignit « L'ingénieur. Des nouvelles de la crise à Lyon ?» demanda-t-elle immédiatement, faisant référence à une panne majeure du réseau électrique qui affectait la région depuis 3 jours. Dr Leroy hocha gravement la tête. « La situation s'aggrave. Les hôpitaux fonctionnent sur générateurs de secours, mais le carburant s'épuise. Les autorités nous ont officiellement demandé d'intervenir. » Célestine fronça les sourcils. « Nos unités Hélios mobiles sont conçues pour des situations d'urgence, mais jamais à cette échelle.
Nous parlons d'une métropole entière. C'est pourquoi ils ont besoin de ton expertise spécifique. Les systèmes conventionnels ont échoué. Il est temps d'essayer une approche radicalement différente. Quelques heures plus tard, Célestine se trouvait dans un hélicoptère en direction de Lyon, accompagnée de Zoé, François Marchand, désormais responsable technique de la Fondation, et 2 autres membres de l'équipe senior. Sous eux, dans un convoi de camions, suivait un équipement précieux, 20 unités héliomobiles de dernière génération, normalement destinées aux zones de catastrophes naturelles. L'ironie, remarqua François en regardant par le hublot, c'est que ces unités étaient initialement conçues pour des villages isolés d'Afrique ou d'Asie, et voilà que nous les déployons au cœur d'une métropole européenne. Célestine acquiesça pensivement. Cela illustre parfaitement notre philosophie. La résilience n'est pas une question de richesse ou de développement, mais d'approche. Les systèmes centralisés, qu'ils soient en France ou au Burkina Faso, partagent les mêmes vulnérabilités fondamentales. À leur arrivée, ils furent accueillis par le préfet et une équipe de gestion de crise. La situation était effectivement critique. Un incendie dans une centrale électrique, combiné à des défaillances en cascade dans le réseau de distribution, avait plongé la majeure partie de l'agglomération lyonnaise dans le noir. Les hôpitaux, les services d'urgence, les infrastructures critiques étaient en danger. Notre priorité absolue est de rétablir l'alimentation des centres hospitaliers, expliqua le préfet. Ensuite, les services d'eau potable, les communications. D'urgence. Nous avons une approche légèrement différente à proposer, intervint Célestine. Elle déploya une carte de la ville sur une table et commença à expliquer sa stratégie. Au lieu de tenter de remplacer le réseau centralisé défaillant, ils allaient créer un réseau temporaire distribué, composé de micro-réseaux autonomes mais interconnectés. Chaque unité Hélios peut alimenter un secteur de taille moyenne, un hôpital et les bâtiments environnants, par exemple. En les positionnant stratégiquement et en les reliant par notre protocole de communication énergétique, nous créons un système résilient où l'énergie peut être redirigée dynamiquement selon les besoins. Les responsables semblaient sceptiques, habitués à des solutions plus conventionnelles. Mais face à l'urgence de la situation et à la réputation de la Fondation Lumière, ils acceptèrent de tenter l'expérience. Les heures suivantes furent intenses. Les équipes de la Fondation, renforcées par des volontaires locaux formés à la hâte, déployèrent les unités Hélios à travers la ville. Chaque installation était un défi unique, nécessitant adaptation et improvisation. Célestine se retrouva à l'hôpital Édouard Herriot, l'un des plus grands centres médicaux de la région, travaillant côte à côte avec les techniciens de l'établissement pour intégrer l'unité Hélios au réseau interne. Zoé coordonnait l'installation dans un autre hôpital, tandis que François supervisait la mise en place du système de communication entre les unités. À minuit, les premières lumières se rallumèrent dans les salles d'opération et les services de soins intensifs. À 3 heures du matin, l'ensemble du réseau distribué était opérationnel, fournissant de l'électricité aux infrastructures critiques de la ville. Au petit matin, épuisée mais satisfaite, Célestine observait depuis le toit de l'hôpital le soleil se lever sur Lyon. Les panneaux solaires de l'unité Hélios commençaient à capturer cette énergie, complétant les batteries qui avaient fonctionné toute la nuit. « C'est remarquable », dit une voix derrière elle. C'était le directeur de l'hôpital qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Votre système a sauvé des vies cette nuit, littéralement. » Célestine sourit modestement. « C'est le fruit d'années de développement et d'une vision qui dépasse largement ma contribution personnelle. Néanmoins, insista le directeur, c'est vous qui avez eu l'intuition initiale, n'est-ce pas? Cette approche distribuée qui s'est avérée si cruciale aujourd'hui. » Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Zoé. « Allume la télévision maintenant. » Intriguée, Célestine suivit le directeur jusqu'à son bureau où un téléviseur diffusait les informations matinales. Le présentateur parlait avec animation, tandis qu'à l'écran défilaient des images des unités Hélios installées à travers Lyon. Une intervention remarquable de la Fondation Lumière qui a permis de rétablir l'électricité dans les infrastructures critiques en un temps record. Cette crise met en lumière les vulnérabilités de nos réseaux centralisés et soulève des questions sur notre modèle énergétique. Le reportage enchaînait avec des interviews d'experts en énergie
et de responsables politiques, tous soulignant l'importance de repenser les infrastructures critiques à la lumière de cet événement. Il semble que votre vision dépasse. C'est maintenant largement les écoles mobiles, commenta le directeur. Célestine observait l'écran pensive. C'est toujours la même vision, au fond. Créer des systèmes qui servent les gens plutôt que l'inverse, qui s'adaptent aux besoins réels plutôt que de forcer les réalités dans des cadres rigides. Dans les jours qui suivirent, alors que les équipes de la Fondation restaient à Lyon pour maintenir le réseau d'urgence, en attendant la réparation des infrastructures permanentes, l'intérêt médiatique et politique pour leur approche ne cessait de croître. Des délégations d'autres villes, d'autres pays même, venaient observer ce déploiement improvisé qui fonctionnait remarquablement bien. Une semaine après la crise initiale, Célestine fut convoquée à Paris pour une réunion au ministère de la Transition écologique. Accompagnée de Dr Lavigne, qui présidait désormais le conseil d'administration de la Fondation, elle se retrouva face à un panel de hauts fonctionnaires et d'industriels du secteur énergétique. « Mademoiselle Morel, » commença la ministre, « une femme énergique aux cheveux grisonnants, votre intervention à Lyon a démontré de manière éclatante la viabilité de votre approche distribuée. Nous souhaitons explorer la possibilité d'intégrer ces principes dans notre stratégie nationale de transition énergétique. » Célestine, habituée maintenant à ces réunions de haut niveau malgré son jeune âge, écouta attentivement les propositions qui suivirent. Partenariat public-privé, programme pilote à grande échelle, modifications réglementaires pour faciliter le déploiement de réseaux distribués. « Ce sont des initiatives prometteuses, » répondit-elle prudemment. « Mais j'ai une préoccupation fondamentale, l'équité d'accès. Tout nouveau système énergétique doit bénéficier d'abord aux plus vulnérables, pas seulement aux quartiers privilégiés ou aux entreprises rentables. » Un léger malaise parcourut l'Assemblée. Ce n'était pas le genre de conditions que les décideurs avaient l'habitude d'entendre. « C'est une perspective intéressante, » répondit diplomatiquement la ministre. « Mais les réalités économiques sont exactement ceux que nous devons changer, » coupa doucement Célestine. L'incident de Lyon a démontré que nos réalités économiques actuelles créent des systèmes fragiles et inéquitables. Si nous reconstruisons avec la même logique, nous obtiendrons les mêmes résultats. Dr Lavigne intervint habilement pour adoucir ce message, proposant un cadre de collaboration qui intégrerait les préoccupations d'équité tout en respectant les contraintes pratiques des institutions existantes. La réunion se termina sur une note positive, avec la promesse de discussions plus détaillées. Dans le train qui les ramenait à Grenoble, Célestine regardait défiler le paysage français, perdu dans ses pensées. « Tu as été direct avec... »« La ministre, » commenta Dr Lavigne avec un sourire. « Peut-être un peu trop ?» Célestine haussa les épaules. « Je ne veux pas que notre vision soit diluée ou détournée. L'histoire est pleine d'innovations radicales qui ont été absorbées par le système dominant, perdant leur potentiel transformateur. C'est vrai, mais parfois, pour changer le système, il faut accepter de travailler en son sein, d'y trouver des alliés, des points d'appui. » Célestine acquiesça pensivement. « Je sais. C'est un équilibre délicat à trouver. » Son téléphone vibra affichant un message de Zoé. « Urgence à l'école, viens dès que possible. » Inquiète, Célestine appela immédiatement sa jeune collègue. « Que se passe-t-il ?»« Rien de grave, » la rassura Zoé, « mais nous avons des visiteurs particuliers. » En arrivant à l'école prototype de Grenoble quelques heures plus tard, Célestine comprit ce que Zoé avait voulu dire. Dans la cour centrale, entourée d'enfants curieux, se tenaient 3 personnes qui détonnaient clairement dans ce cadre, 2 hommes et une femme en costumes impeccables, à l'allure indéniablement américaine. « Ah, mademoiselle Morel !» s'exclama l'un des hommes en la voyant approcher. « Je suis Jack Wilson, de la Fondation Gates. Voici mes collègues, Sarah Chen et Michael Rodriguez. » Célestine serra leurs mains poliment, mais avec une certaine réserve. La Fondation Gates était un acteur majeur de la philanthropie mondiale, certes, mais leur approche technocratique et centralisée différait considérablement de la philosophie de la Fondation Lumière. « Nous avons suivi avec grand intérêt vos développements, » continua Wilson, « particulièrement votre gestion de la crise lyonnaise. Impressionnant, vraiment impressionnant. »« Merci, » répondit simplement Célestine. « Que puis-je faire pour vous ? Nous aimerions explorer des possibilités de collaboration à grande échelle,
intervint Sarah Chen. La Fondation Gates dispose de ressources considérables et d'un réseau mondial qui pourrait amplifier significativement l'impact de vos innovations. Célestine les invita dans une salle de réunion improvisée, en réalité un espace modulaire qui servait tantôt de laboratoire, tantôt de classe ou de lieu de rassemblement. Zoé les rejoignit, ainsi que Lucas, un autre membre de l'équipe junior qui avait depuis longtemps prouvé sa valeur. La proposition des représentants de la Fondation Gates était tentante. Un financement massif pour déployer des écoles mobiles et des systèmes Helios dans des dizaines de pays en développement, une intégration à leurs programmes existants de santé et d'éducation, une plateforme globale pour diffuser la méthodologie de la Fondation Lumière. C'est extrêmement généreux, reconnut Célestine après leur présentation, mais j'ai quelques questions sur l'approche. Comment ces déploiements seraient-ils gouvernés? Qui prendrait les décisions sur les adaptations locales? Comment les communautés seraient-elles impliquées? Les réponses révélèrent des différences philosophiques profondes. La vision de la Fondation Gates, malgré ses intentions louables, restait ancrée dans un modèle descendant. Des experts extérieurs concevant des solutions pour des communautés bénéficiaires. Je crois que nous avons une divergence fondamentale, conclut finalement Célestine. Notre approche est basée sur la conviction que les solutions durables émergent des communautés elles-mêmes, guidées par leurs besoins et leurs connaissances uniques. Nous ne déployons pas des technologies, nous créons des espaces où les gens développent leurs propres solutions. Jack Wilson sembla surpris par cette résistance, mais avec nos ressources, vous pourriez atteindre des millions de personnes au lieu de milliers. L'échelle est importante, acquiesça Célestine, mais pas au prix de l'autonomie et de l'appropriation locale. Nous préférons une croissance organique, où chaque nouvelle école ou système émerge d'un besoin réel et s'enracine profondément dans sa communauté. La réunion se termina cordialement, mais sans accord concret. Alors que les visiteurs repartaient, Zoé se tourna vers Célestine. « Tu viens de refuser des millions d'euros de financement. Beaucoup penseraient que c'est de la folie. » Célestine. Souris. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Et parfois, les ressources les plus précieuses ne sont pas financières. Elle fit un geste englobant l'école, où des enfants de tous âges travaillaient ensemble sur divers projets, créant, expérimentant, apprenant les uns des autres. Regarde autour de toi. C'est ça, notre vraie richesse. Des esprits libres, curieux, collaboratifs, des communautés qui s'approprient leur développement, un réseau qui grandit organiquement, enraciné dans des relations humaines authentiques plutôt que dans des transactions financières. Zoé hocha la tête, comprenant. Comme un écosystème naturel plutôt qu'une plantation industrielle. Exactement. Et comme tout écosystème sain, il se propagera à son propre rythme, de manière résiliente et durable. Ce soir-là, en Sainte-Sainte-Sainte, rentrant chez elle, toujours le même appartement modeste qu'elle partageait avec sa mère. Malgré les nombreuses offres de logements plus luxueux, Célestine réfléchissait à la journée écoulée. Entre la réunion ministérielle et la visite de la Fondation Gates, elle avait l'impression que son petit projet, né dans un coin du CEA Letty, était devenu un enjeu dans des sphères de pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé côtoyer. C'était exaltant, mais aussi intimidant. Comment préserver l'intégrité de sa vision face à ces forces puissantes qui cherchaient à la canaliser selon leur propre logique? En ouvrant la porte, elle trouva sa mère en conversation avec un visiteur inattendu, François Marchand. « François, je pensais que tu étais encore à Lyon. » L'ingénieur se leva, l'expression grave. « Je suis revenu en urgence. Nous avons un problème, Célestine. Un gros problème. » Le visage de François reflétait une inquiétude profonde. Il déposa une tablette sur la table basse, affichant des graphiques et des données en temps réel. Le réseau distribué de Lyon montre des signes d'instabilité, expliqua-t-il. Les unités Helios fonctionnent parfaitement individuellement, mais leur interconnexion génère des fluctuations imprévues. Célestine se pencha sur les données, son esprit analysant rapidement les motifs. C'est étrange, on dirait presque que les unités sont en compétition plutôt qu'en coopération. Exactement. Le protocole de communication que nous utilisons a été conçu pour des réseaux plus petits, plus homogènes. À cette échelle, avec des charges aussi variables, il semble créer des boucles de rétroaction négatives.
Élodie, qui avait écouté silencieusement, intervint. « Est-ce dangereux ?»« Pas immédiatement, » répondit François. « Mais si ces oscillations s'amplifient, nous pourrions faire face à des coupures en cascade, ironiquement similaires à celles que notre système était censé prévenir. » Célestine était déjà plongée dans les équations, griffonnant frénétiquement sur un carnet. « Le problème est fondamental, » murmura-t-elle. « Notre protocole suppose que chaque unité agit rationnellement pour optimiser l'ensemble du réseau. Mais à cette échelle, avec cette complexité, émerge un comportement qui ressemble presque à... »« À quoi ?» demanda François. « À des émotions. Humaines. Méfiance, égoïsme, peur de manquer. Les unités accumulent l'énergie au lieu de la partager équitablement. » François la regarda avec étonnement. « Tu anthropomorphises des algorithmes ?»« Pas exactement. Je pense que nous avons atteint un niveau de complexité où les modèles mécanistes simples ne suffisent plus. Le réseau se comporte comme un système adaptatif complexe, avec des propriétés émergentes que nous n'avions pas anticipées. » Elle se leva brusquement. « Je dois aller à Lyon. Maintenant. »« J'ai déjà organisé le transport, » confirma François. « Un hélicoptère nous attend à l'aéroport. Zoé et Mathilde nous rejoindront là-bas. » Élodie serra sa fille dans ses bras. « Sois prudente. »« Toujours, » promit Célestine avec un sourire rassurant. Le vol vers Lyon fut tendu, Célestine et François travaillant sans relâche sur des simulations, cherchant une solution à ce problème inattendu. Mais plus ils creusaient, plus la complexité se révélait. « C'est comme si nous avions créé un organisme vivant, » soupira François. « Un organisme qui développe ses propres comportements, au-delà de notre programmation initiale. » Célestine hocha la tête, pensive. « Peut-être est-ce la clé. Nous avons conçu ce système avec une mentalité d'ingénieur, cherchant à contrôler chaque variable. Mais si nous l'abordions plutôt comme un écosystème, quelque chose qu'on guide plutôt qu'on contrôle. » À leur arrivée au centre de gestion de crise de Lyon, ils trouvèrent une atmosphère tendue. Les fluctuations s'étaient intensifiées, causant des micro-coupures dans certains quartiers. Les techniciens travaillaient frénétiquement, appliquant des correctifs temporaires qui semblaient aggraver le problème à long terme. Zoé les accueillit, les yeux cernés par le manque de sommeil. « Nous avons essayé d'isoler certaines unités pour stabiliser le réseau, mais cela crée des déséquilibres ailleurs. C'est comme jouer au whack-a-mole énergétique. » Célestine observa le grand écran mural qui montrait la carte du réseau, les flux d'énergie représentés par des lignes colorées, pulsant comme des vaisseaux sanguins. C'était hypnotique, presque organique. « Et si nous arrêtions d'essayer ?»« De le contrôler ?» dit-elle soudainement. Les techniciens la regardèrent comme si elle avait suggéré de sauter d'un avion sans parachute. « Laissez-moi clarifier, » continua-t-elle. « Notre approche actuelle est fondamentalement hiérarchique. Nous imposons des règles rigides à chaque unité, en supposant que cela créera un système stable. Mais ce que nous voyons ressemble davantage à une rébellion contre ces contraintes. » Elle s'approcha de la console principale. « Je propose un changement radical de paradigme. Au lieu d'un protocole qui dicte des comportements spécifiques, créons un cadre qui permet l'auto-organisation, l'adaptation en temps réel, basée sur des principes simples plutôt que des règles complexes. » François comprit immédiatement. Comme un banc de poissons ou une colonie de fourmis, des règles locales simples qui génèrent un comportement collectif complexe et adaptatif. Exactement. Le directeur des opérations d'urgence, un homme d'âge moyen au visage marqué par le stress, intervint. « C'est fascinant d'un point de vue théorique, mais nous parlons d'infrastructures critiques. Des vies sont en jeu. »« Je comprends vos inquiétudes, » répondit Célestine. « C'est pourquoi. Je propose de tester cette approche sur un sous-réseau isolé d'abord. 3 unités Hélios, alimentant des secteurs non critiques. » Après d'intenses discussions, l'équipe accepta de tenter l'expérience. Pendant les heures qui suivirent, Célestine, Zoé et François travaillèrent sans relâche pour développer ce nouveau protocole qu'ils baptisèrent Harmonie. À minuit, ils étaient prêts pour le test. Les 3 unités sélectionnées furent isolées du réseau principal et reprogrammées avec le protocole Harmonie. « Activation dans 3, 2, 1 », annonça François, appuyant sur la commande. Sur l'écran, les lignes représentant les flux d'énergie entre les 3 unités oscillèrent chaotiquement pendant quelques minutes, puis progressivement commencèrent à pulser en synchronie,
comme si elles trouvaient leur propre rythme. « C'est magnifique », murmura Zoé. Les données confirmèrent l'impression visuelle. Le sous-réseau se stabilisait, les unités trouvant naturellement un équilibre dynamique qui s'adaptait en temps réel aux variations de charge. Phase 2, décida Célestine. Ajoutons 3 unités supplémentaires. Au fil des heures, le réseau Harmonie s'étendit progressivement, englobant de plus en plus d'unités Hélios. Chaque nouvelle addition provoquait une période de turbulence, suivie d'une réorganisation vers un nouvel équilibre. C'était comme observer un organisme apprendre et grandir. À l'aube, le réseau entier avait été converti au protocole Harmonie et fonctionnait avec une stabilité remarquable. Les techniciens regardèrent les écrans avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Je n'ai jamais rien vu de tel », avoua le directeur des opérations. « C'est comme si le réseau était vivant. » Célestine sourit, épuisée mais exaltée. « En un sens, il l'est. Nous avons créé un système qui apprend, s'adapte, trouve son propre équilibre. Pas parce que nous lui dictons comment se comporter, mais parce que nous lui donnons les principes fondamentaux qui permettent l'émergence d'une intelligence collective. » Au cours des jours suivants, cette approche révolutionnaire fit ses preuves. Le réseau distribué de Lyon non seulement se stabilisa, mais démontra une résilience exceptionnelle face à diverses perturbations. Fluctuations de charge, conditions météorologiques changeantes, même la perte temporaire de certaines unités. Cette réussite attira une attention mondiale. Des experts en énergie, des chercheurs en systèmes complexes, des responsables politiques affluèrent à Lyon pour observer ce qui était désormais qualifié de révolution énergétique. Une semaine après la crise initiale, alors que les réparations du réseau conventionnel progressaient, une conférence internationale fut organisée pour discuter des implications de cette nouvelle approche. Célestine, malgré sa réticence habituelle à occuper le devant de la scène, accepta d'y participer, reconnaissant l'importance du moment. La grande salle de l'hôtel de ville de Lyon était comble. Scientifiques, industriels, politiques, journalistes, tous étaient venus entendre la jeune prodige expliquer comment une crise énergétique avait conduit à une percée conceptuelle. Quand Célestine monta sur l'estrade, le silence se fit. Elle avait choisi de s'habiller simplement. Jeans, chemise blanche, basket. Rien dans son apparence ne trahissait son statut de figure désormais légendaire dans le monde de l'innovation technologique et sociale. « Ce que nous avons vécu à Lyon, commença-t-elle, n'est pas simplement une solution technique à un problème spécifique. C'est une invitation à repenser fondamentalement notre relation à la technologie et aux systèmes complexes qui sous-tendent notre société moderne. » Elle expliqua comment le protocole Harmonie représentait un changement de paradigme, du contrôle à la collaboration, de la hiérarchie à l'auto-organisation, de la rigidité à l'adaptabilité. Les systèmes traditionnels sont conçus avec l'illusion que nous pouvons prévoir et contrôler toutes les variables. Mais le monde réel est imprévisible, chaotique, en constante évolution. Nos infrastructures doivent refléter cette réalité, non la nier. Elle poursuivit en élargissant la perspective, montrant comment cette approche pouvait s'appliquer bien au-delà des réseaux énergétiques, systèmes de transport, chaînes d'approvisionnement, gestion de l'eau et même structures sociales et politiques. Au cœur de cette vision se trouve une humilité fondamentale, la reconnaissance que nous ne pouvons pas tout contrôler, que la sagesse réside souvent dans la création d'espaces où l'intelligence collective peut émerger naturellement. La conférence se transforma en un forum vivant d'idées, où experts et novices, techniciens et philosophes dialoguaient d'égal à égal. Célestine observait ces échanges avec satisfaction, voyant sa vision d'origine, celle d'une approche plus organique, plus inclusive de l'innovation, prendre vie à une échelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le soir venu, épuisée mais profondément satisfaite, elle se retrouva sur le balcon de sa chambre d'hôtel, contemplant les lumières de Lyon, lumières alimentées en partie par le réseau qu'elle avait aidé à créer. Un coup discret à sa porte la tira de sa rêverie. C'était Zoé portant une bouteille de jus de fruits et 2 verres. « Pour célébrer », dit-elle avec un sourire, rejoignant Célestine sur le balcon. Elles trinquèrent en silence, savourant ce moment de calme après des jours d'intensité. « Frénétique. Tu sais, dit finalement Zoé,
Quand je t'ai rencontrée pour la première fois il y a 4 ans, je pensais que tu étais différente parce que tu étais un génie, une exception. » Célestine sourit. « Et maintenant ? Maintenant, je comprends que ton vrai don n'est pas ta brillance intellectuelle, mais ta façon de voir le monde. Tu ne cherches pas à imposer ta vision, mais à créer des espaces où d'autres peuvent développer la leur. » Célestine regarda son amie avec gratitude. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. 2 semaines plus tard, de retour à Grenoble, la vie avait repris son cours normal, ou du moins aussi normal que pouvait l'être la vie dans l'écosystème dynamique de la Fondation Lumière. Les écoles mobiles continuaient à se multiplier à travers le monde, chacune adaptée à son contexte local, chacune servant de catalyseur pour l'émergence de talents et d'innovations enracinés dans les besoins réels des communautés. Le protocole Harmony, désormais open source et constamment amélioré par une communauté mondiale de développeurs, commençait à être adopté bien au-delà du secteur énergétique. Système d'irrigation intelligent en Inde, réseau de transport adaptatif au Brésil, plateforme de distribution alimentaire en Afrique de l'Est. Célestine, qui approchait maintenant de son 17e anniversaire, réfléchissait à la prochaine étape de son parcours. Malgré les nombreuses offres d'universités prestigieuses du monde entier, elle hésitait. L'éducation formelle, avec ses structures rigides et ses parcours prédéfinis, lui semblait en contradiction avec les principes qu'elle défendait. Un matin d'automne, alors qu'elle travaillait dans le jardin de l'école prototype avec un groupe d'enfants sur un projet de phytorémédiation, Dr Leroy vint la trouver. « J'ai une proposition à te faire », dit-elle après avoir observé un moment le travail en cours. Ou plutôt, une question à te poser. Intriguée, Célestine la suivit dans un coin tranquille du jardin. « Tu as transformé l'éducation pour des milliers d'enfants à travers le monde », commença Dr Leroy. « Mais qu'en est-il de ta propre éducation ?» Célestine sourit. « Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Chaque jour ici est une leçon. » « Bien sûr, mais je me demandais si tu avais envisagé de créer ton propre parcours éducatif, quelque chose qui corresponde à ta vision et à tes besoins spécifiques. Que voulez-vous dire ?» Dr Leroy lui tendit une tablette contenant un document intitulé « Université ouverte de Grenoble, proposition de fondation ». Le CEA, en collaboration avec plusieurs institutions académiques et industrielles, envisage de créer une nouvelle forme d'université. Pas un lieu physique avec des cursus rigides, mais un réseau d'apprentissage distribué, où chaque étudiant co-crée son parcours en fonction de ses passions et des défis réels qu'il souhaite relever. Célestine parcourut le document de plus en plus intéressée. « C'est exactement ce que j'aurais imaginé. Nous espérions que tu accepterais non seulement d'y participer comme étudiante fondatrice, mais aussi de nous aider à concevoir cette institution. Après tout, personne n'a autant d'expérience que toi dans la création d'environnements d'apprentissage transformatifs. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle aventure. Au cours des mois suivants, Célestine travailla avec une équipe diverse, éducateurs visionnaires, chercheurs en cognition, entrepreneurs sociaux, artistes, pour donner vie à cette université d'un nouveau genre. L'Université ouverte de Grenoble fut officiellement lancée 1 an plus tard, accueillant sa première cohorte d'étudiants. 100 jeunes de tous horizons, unis par leur désir d'apprendre différemment, de créer des solutions aux défis de leur temps. Célestine, bien sûr, faisait partie de cette cohorte pionnière, mais son rôle transcendait celui de simple étudiante. Elle était à la fois apprenante et enseignante, participante et conceptrice, suivant le principe fondamental de l'institution, l'effacement des frontières traditionnelles entre ceux qui savent et ceux qui apprennent. Son projet principal, développé avec une équipe internationale d'étudiants et de mentors, consistait à explorer comment les principes du protocole Harmony pouvaient s'appliquer aux systèmes sociaux et politiques, comment créer des communautés qui s'auto-organisent de manière équitable et résiliente, sans hiérarchie rigide ni contrôle centralisé. Ce travail l'amena à voyager largement, visitant des communautés du monde entier qui expérimentaient déjà diverses formes d'autogouvernance. Des villages coopératifs au Mexique, des quartiers, autogérés en Espagne, des initiatives de démocratie participative en Corée du Sud. Partout où elle allait, elle emportait avec elle l'esprit des écoles mobiles, créant des espaces temporaires d'apprentissage et d'innovation où les habitants locaux, et particulièrement les enfants,
étaient invités à explorer leurs propres solutions à leurs défis spécifiques. Ces laboratoires vivants, comme on les appelait désormais, devinrent des catalyseurs de transformation sociale, non par l'imposition d'idées extérieures, mais par la libération des potentiels créatifs inhérents à chaque communauté. À 18 ans, Célestine publia son premier livre, Harmonie vers des systèmes vivants, synthétisant ses expériences et proposant un cadre conceptuel pour cette nouvelle approche de l'organisation sociale et technologique. L'ouvrage, publié simultanément en 12 langues et disponible gratuitement en format numérique, devint rapidement un phénomène mondial, étudié dans les universités, discuté dans les cercles politiques, adopté par des mouvements citoyens. Sa notoriété grandissante n'affectait pas sa simplicité naturelle, ni son engagement envers les principes qui l'avaient toujours guidé. Elle continuait à vivre modestement avec sa mère, bien que dans un appartement légèrement plus grand, refusait systématiquement les offres commerciales lucratives et consacrait la majeure partie de son temps à travailler directement avec les enfants et les communautés. Un jour d'été, alors qu'elle célébrait son 20e anniversaire dans le jardin de l'école originelle avec son cercle proche, sa mère, Zoé, François, Dr Leroy, Dr Lavigne et quelques autres collaborateurs de longue date, une visite inattendue vint marquer un tournant symbolique dans son parcours. Une petite fille d'environ 8 ans, accompagnée de ses parents, se présenta timidement à la porte du jardin. Elle tenait à la main un carnet rempli de dessins et d'idées. « Bonjour », dit-elle avec une assurance qui rappelait étrangement la jeune Célestine. « Je m'appelle Amina. J'ai créé un système pour filtrer l'eau avec des matériaux qu'on trouve partout. Je voudrais vous le montrer. » Célestine s'accroupit pour être au niveau de l'enfant et examina son carnet avec attention. Les dessins étaient remarquables de précision et d'ingéniosité, montrant un dispositif simple mais potentiellement révolutionnaire pour les régions sans accès à l'eau potable. « C'est brillant, Amina, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Aimerais-tu le construire ici avec nous ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « Vraiment ? Je peux. Bien sûr, c'est exactement pour ça que cet endroit existe. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'atelier, suivie par les parents émus d'Amina et les amis souriants de Célestine, un cycle semblait se compléter. La petite fille, qui avait un jour stupéfié des ingénieurs expérimentés, en identifiant un module inversé, guidait maintenant une nouvelle génération d'innovateurs sur leur propre chemin de découverte. Dans les années qui suivirent, Célestine continua à développer et à répandre sa vision, toujours en évolution, toujours adaptative. L'écosystème qu'elle avait contribué à créer, écoles mobiles, systèmes énergétiques distribués, universités ouvertes, laboratoires vivants, s'étendait organiquement à travers le monde, non comme un empire ou une franchise, mais comme un réseau vivant de communautés interconnectées mais autonomes. Elle ne devint jamais une célébrité mondiale, au sens conventionnel, préférant travailler dans l'ombre, catalysant plutôt que dirigeant, semant des idées plutôt que réclamant leur propriété. Son nom n'apparaissait pas sur les couvertures de magazines glamour, ni dans les listes des personnes les plus influentes, mais son influence se manifestait dans des milliers de communautés transformées, des millions de vies touchées par une approche plus humaine, plus organique de la technologie et de l'éducation. Son héritage le plus précieux n'était pas dans les brevets ou les bâtiments qui portèrent son nom, mais dans les innombrables carnets remplis d'idées et de rêves, passant de main en main, d'esprit en esprit, créant un réseau invisible d'innovation et de créativité qui transcendait les frontières géographiques, culturelles et temporelles. Car Célestine avait compris, dès son plus jeune âge, une vérité fondamentale. La véritable intelligence n'est pas individuelle mais collective, pas figée mais évolutive, pas concentrée mais distribuée. Et son plus grand accomplissement n'était pas d'avoir imposé sa vision au monde, mais d'avoir créé les conditions où d'innombrables visions pouvaient émerger, s'entrelacer et se renforcer mutuellement, formant une tapisserie vivante d'innovation humaine. Dans un monde obsédé par les génies solitaires et les héros providentiels, elle avait choisi une voie différente, celle de l'harmonie collective, de l'intelligence partagée, de la sagesse qui émerge non pas de l'isolement brillant, mais de la connexion profonde. Et chaque fois qu'un enfant quelque part ouvrait un carnet pour y dessiner un rêve, chaque fois qu'une communauté se rassemblait pour résoudre ensemble un défi local,
Chaque fois qu'un système rigide cédait la place à un réseau adaptatif et résilient, son esprit vivait, se propageait, fleurissait. Non pas comme une légende ou un mythe, mais comme une étincelle passant de cœur en cœur, d'esprit en esprit, illuminant le monde non pas d'une lumière éblouissante et solitaire, mais d'une constellation brillante et vibrante de potentiels humains libérés.